oui, 21 322 211, proportion de oui, 80,7, non, 4 767 180, proportion 18,3%. Le 28 septembre, plus de 4 Français sur 5 adhèrent à ces institutions. Un pays d'Afrique, la Guinée, a voté non et s'est donc exclu de la communauté française. La Constitution est promulguée par le président René Coty le 4 octobre 1958. Désormais, il s'agit de mettre en place les institutions. Pour le général de Gaulle, le premier test, c'est d'organiser les législatives. Elles auront lieu le 23 et le 30 novembre de la même année. À cette occasion, il abandonne le scrutin proportionnel de la 4e République. La 4e République, qui était un régime des partis, avait voulu instaurer un scrutin proportionnel, de manière à ne léser aucun des partenaires des coalitions gouvernementales qui étaient au pouvoir. Pour le général de Gaulle, l'état d'esprit est différent. Ce qui lui importe, c'est de construire une majorité stable et importante pour que le pouvoir exécutif puisse justement initier sa politique. Et donc, le scrutin qui est choisi, c'est un scrutin majoritaire de circonscription, on appelle ça uninominal, parce qu'il correspond justement à la volonté pour le général de Gaulle de construire une véritable majorité présidentielle. La campagne de 58, elle se fait sur d'abord des nouveaux candidats. Il y a un grand coup de balai de ceux qui étaient déjà là sous la 4e. Il y en a qui ont survécu, quand même. Mais le phénomène de nouveauté, des nouveaux candidats qui surgissent, allez, on change, on oublie le passé. Les Français suivent l'homme du référendum. Toutes les grandes figures de la 4e République sont battues. D'Édouard Daladier à Pierre Mendès France, en passant par François Mitterrand ou bien encore le communiste Jacques Duclos. Le général de Gaulle a gagné son pari. La nouvelle République est sur les rails avec une majorité gouvernementale. Et nouveauté, ces élections législatives vont permettre la mise en place d'un parlementarisme rationalisé. C'est une expression qui date de l'après-Première Guerre mondiale, qui consiste à dire le Parlement est là, le Parlement a 2 fonctions fondamentales, voter la loi, contrôler le gouvernement, ça, il y a un accord total là-dessus depuis toujours. Mais en même temps, il faut que les règles relatives au fonctionnement du Parlement, les règles relatives aux relations entre le Parlement et le gouvernement soient organisées de telle manière qu'il y ait la plus grande stabilité possible pour le gouvernement et qu'en tout cas, le Parlement soit dans une situation où il ne bloque pas le travail gouvernemental. C'est-à-dire un Parlement où on discute moins, on délibère moins, on passe moins de temps à des grandes controverses, où l'exécutif, qui devient gouvernant, donc autonome, a plus de poids. Et l'exécutif prend désormais ses marques. Les nouvelles institutions ne remettent pas en cause le mode d'élection du président de la République, ni la durée du mandat présidentiel. Par rapport aux institutions de la 3e et de la 4e République dans lesquelles seuls les parlementaires élisaient le chef de l'État, le collège électoral présidentiel est élargi aux conseillers généraux, aux membres des assemblées des territoires d'outre-mer et aux représentants d'élus des conseils municipaux. Le général de Gaulle est élu par un collège d'environ 81 000 personnes qui sont pour l'essentiel des délégués des conseils municipaux. Face aux candidats en lice, l'élection se résume à une formalité. Le 21 décembre 1958, Charles de Gaulle est élu président avec 78,5% des suffrages face au communiste Georges Marade et au mathématicien Albert Châtelet qui ont fait de la figuration. Ça lui donne une assise un peu plus importante que ne l'était celle des présidents de la 3e ou de la 4e République. Le 8 janvier 1959, Charles de Gaulle est investi président de la République. Il est alors salué en ces termes par René Coty. Le premier des Français est désormais le premier en France. Le nouveau président de la République nomme Michel Debré Premier ministre. Et le général va imposer sa signature très rapidement. Il va, avec René Coty, à l'Arc de Triomphe pour ranimer la flamme du soldat inconnu. Ensuite, il repart à l'Élysée seul, en abandonnant René Coty, sans s'occuper de lui le moins du monde. Au fond, il n'accepte pas
d'être le successeur de René Coty, qu'il ne tient pas personnellement en grande estime. Il est le premier président d'une 5e République qui vient de naître. Et donc, comme il le dira dans ses mémoires d'espoir, me voici désormais à l'Élysée. Les institutions sont acceptées. De l'Élysée, comment vais-je les modeler ? L'homme du 18 juin aime les symboles. Et il s'agit de marquer de son empreinte la Constitution. Dès les premières lignes, les pouvoirs du président de la République sont définis dans le titre 2 de la Constitution, alors qu'il n'apparaissait qu'en 5e position dans la précédente. Le président de la République a la première place des institutions, ce qui montre aussi immédiatement la volonté du constituant et des rédacteurs de la Constitution d'accorder une place particulière au chef de l'État. La priorité, président de la République et le gouvernement, c'est la priorité de l'exécutif, donc de la stabilité, donc de l'efficacité de l'action gouvernementale. C'est pour ça d'ailleurs que Michel Debré utilisera l'image architecturale du président de la République clé de voûte. C'est-à-dire, vous voyez, il y a la force parlementaire, il y a la force gouvernementale, et ce qui tient, c'est le président. Dans l'esprit du général et dans sa pratique, c'est le chef de l'État qui est le véritable chef du gouvernement. La primauté du président de la République ressort à plusieurs reprises dans la Constitution, notamment dans l'article 5. Ce qu'il faut retenir de l'article 5, c'est que c'est le gardien ou le garant politique de la Constitution. Des institutions, du bon fonctionnement des institutions, de l'intégrité du territoire, des traités. C'est-à-dire que c'est véritablement une disposition qui donne et légitime, quelque part, l'usage par le président de la République de compétences extraordinaires, mais des compétences réelles, par exemple le droit de dissolution, par exemple l'appel au peuple avec le référendum, par exemple la nomination du Premier ministre. La Constitution de 1958 a donc posé les premières briques de la Ve République. Mais le général de Gaulle voit plus loin. Il a déjà un coup d'avance. Il élabore dans le secret des ministères. Il a dit « Les hommes politiques en face de moi jouent à la belote, mais moi, je joue au poker. » Sa première carte, il la joue en 1960 face à des députés hostiles à son projet de dissuasion nucléaire. Il demande au Premier ministre Michel Debré d'utiliser pour la première fois la procédure de l'article 49.3. Alors l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, met les parlementaires dans l'obligation soit d'accepter le texte du gouvernement, soit de censurer le texte du gouvernement. Plus exactement, de quoi il s'agit ? Face à l'absence d'une majorité sur un texte donc controversé, mais considéré comme étant décisif, essentiel par le pouvoir exécutif, le gouvernement engage sa responsabilité sur le texte, qui oblige l'opposition de déposer une motion de censure. S'il n'y a pas de dépôt de motion de censure, le texte est considéré comme adopté. Un an plus tard, dans la nuit du 21 avril 1961, les généraux français Zeller, Schall, Jouot et Salan prennent le contrôle d'Alger. Pour mettre un terme à la crise, De Gaulle s'adresse aux Français le 23 avril à la télévision. Il s'attribue en direct les pleins pouvoirs, comme prévu par l'article 16 de la Constitution. L'article 16, c'est le prolongement de l'article 5. C'est-à-dire que lorsque l'article 5 est en cause, lorsque l'intégrité du territoire est en cause, lorsque la continuité des pouvoirs publics est en cause et sont menacés, etc., bon, on peut utiliser ces pouvoirs exceptionnels. On retrouve là aussi du style de Gaulle. C'est un article qui donne quand même les pleins pouvoirs à un homme dans des situations de crise. Et quand je dis les pleins pouvoirs, c'est vraiment les pleins pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Tout. L'armée, les pouvoirs civils, les préfets, la police, etc. C'est ce qu'on appelle un pouvoir d'exception. L'article 16, son origine, ce sont les souvenirs de 1940. Il faut toujours se souvenir que ceux qui écrivent la Constitution de 58 avaient 20 ans de moins en 1938, c'est-à-dire au moment de la crise de Munich et du déclenchement de la guerre. Et c'est très très présent dans leurs esprits et dans leurs réactions. C'est l'idée que lorsque la France est en péril, il faut que le président de la République puisse l'incarner complètement. L'article 16 est une réponse à l'histoire parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans notre pays. On ne sait pas. C'est-à-dire qu'un pays, c'est pas une eau dormante. Après la signature des accords d'Évian du 18 mars 1962, qui met fin à 8 ans de guerre entre l'Algérie et la France,
le général de Gaulle va montrer une nouvelle fois qu'il est le maître du jeu. En désaccord avec Michel Debré sur la question algérienne, il décide alors de l'écarter. Le président de la République demande au Premier ministre Michel Debré de démissionner, alors que l'Assemblée nationale vient de lui voter la confiance à une forte majorité. Donc, il montre qu'il néglige le vote de l'Assemblée nationale. S'il appartient bien au président de la République et à lui seul de nommer le Premier ministre, il n'a pas le pouvoir de le destituer. Seule l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement par des procédures bien définies, soit en lui refusant la confiance lorsqu'il engage sa responsabilité, soit en votant une motion de censure entraînant sa chute. C'est-à-dire que pour faire tomber un gouvernement, il ne faut pas assembler les gens qui sont contre, il faut que les gens qui sont contre puissent avoir la solution de remplacement. Ce sont les mécanismes qui régissent les articles 49 et 50 de la Constitution. Mais le général de Gaulle va passer outre. Par rapport au général de Gaulle qui expliquait en 58 devant le comité consultatif constitutionnel que jamais un président de la République pouvait virer un Premier ministre parce que ça voudrait dire qu'on est dans un autre type de régime, là, il le fait tranquillement et il nomme un Premier ministre sans même demander l'avis du Parlement. On a compris en 62 que c'était ça la Ve République. Voilà. Il va nommer pour remplacer Michel Debré, Georges Pompidou, que personne, sauf le petit cénacle des initiés, ne connaît, qui n'est pas parlementaire, qui n'est pas un homme politique, qui a comme principale garantie pour le général de Gaulle d'avoir été son directeur de cabinet. Ça présente une autre vertu pour le président de la République et un chef de gouvernement, c'est que il n'y a pas de pression particulière, de chantage particulier du ministre vis-à-vis du chef du gouvernement et vis-à-vis du président de la République. Et le général de Gaulle voulait que les ministres soient indépendants des parlementaires, ne soient pas sous influence des parlementaires et soient même détachés du Parlement. C'est pourquoi d'ailleurs le général de Gaulle a recruté de très nombreux ministres pendant l'exercice de ce pouvoir en dehors du Parlement. Renforcer le pouvoir de l'exécutif, le solidifier, c'est toute l'ambition du général de Gaulle. C'est à ce moment-là que le général de Gaulle se dit il faut qu'on passe à l'élection au suffrage universel direct. C'est la seule façon d'assurer la pérennité de la primauté présidentielle. Mais un autre événement va renforcer sa conviction. Le 22 août 1962, le général échappe miraculeusement à un attentat au Petit Clamart organisé par les partisans de l'Algérie française. Une question désormais se pose, et si de Gaulle venait à disparaître, que se passerait-il? C'est l'attentat du Petit Clamart qui fait dire au général de Gaulle « Attention, j'aurai un successeur, il faut préparer la légitimité de ce successeur. Pour moi, pas de problème, j'avais cette légitimité, ce prestige de héros du 18 juin 1940, mais ceux qui vont me suivre auront besoin d'une légitimité du suffrage universel pour s'imposer aux assemblées. » Il est persuadé qu'il faut aller vite, car il est mortel, d'autant plus que certains veulent sa mort politique et d'autres sa mort physique. Et c'est comme ça qu'on va rentrer dans le référendum de 1962 sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Pour réviser la Constitution dans le texte de 1958, il y a une disposition particulière. C'est l'article 89. La marge de manœuvre est étroite. Alors comment imposer cette révision à une classe politique qui n'en veut pas? Cette disposition particulière permet au président de la République d'engager un processus de révision à deux conditions. La première, c'est qu'il y a un accord en termes identiques entre les députés et les sénateurs. Et la deuxième, il faut que ce texte soit ratifié soit par 3/5 des parlementaires réunis à Versailles, en congrès, soit par référendum. De Gaulle est certain que le texte ne sera pas voté dans les termes identiques par les deux chambres. Lors du Conseil des ministres du 12 septembre 1962, il propose de recourir à l'article 11, en vertu duquel le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Le 20 septembre, il présente son projet aux Français. Mais, comme toujours, je ne peux et ne veux rien accomplir qu'avec votre concours, comme toujours. Je vais donc bientôt vous le demander
Alors, comme toujours, c'est vous qui en déciderez. La quasi-totalité des juristes est hostile à la méthode employée par le général de Gaulle. Les juristes y réagissent plutôt sur les modalités de la révision de la Constitution, puisque le général de Gaulle va utiliser l'article 11 de la Constitution, qui est un article prévu pour faire un référendum législatif, et il ne va pas utiliser l'article 89 de la Constitution, qui est l'article prévu pour réviser la Constitution. Donc les juristes disent, en substance, là, il y a une violation des règles constitutionnelles. Le Conseil d'État émet alors un avis défavorable à l'utilisation de l'article 11. Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. Quant à la classe politique, elle est vent debout contre le projet de révision. Cette annonce va faire l'unanimité pratiquement contre le général de Gaulle, à la seule exception de son propre parti, du parti gaulliste de l'UNR. Le Parti communiste se déclare évidemment contre cette idée. Les autres partis politiques, des socialistes aux indépendants, en passant par les radicaux, les MRP, etc., vont constituer un cartel des non pour demander aux Français de voter non à cette réforme constitutionnelle. À la tête du cartel des non, on trouve notamment le président du Sénat, Gaston Monnerville. Au congrès du Parti radical, le 29 septembre, ce dernier qualifie de forfaiture la méthode employée par de Gaulle. Mais celui-ci est inflexible et c'est ce qui conduit l'Assemblée nationale à voter le 5 octobre une motion de censure contre le gouvernement Pompidou. Le cartel des non, c'est un collier d'hommes politiques, la plupart de la 4e, et ces gens-là ne se sont pas rendus compte que dans l'esprit du public, c'était le passé contre l'avenir. Parce qu'ils avaient été très cités, connus, utilisés, mis en avant sous la 4e République. Ils avaient tous été 10 fois, 15 fois, 20 fois ministres sous la 4e. Ils arrivaient là, usés. Pour eux, le régime politique de la France ne peut être qu'un régime dans lequel la clé de voûte des institutions, c'est pas le président de la République, c'est le Parlement. À la tribune de l'Assemblée nationale, j'ai senti physiquement que le mauvais génie d'autrefois était de nouveau présent dans l'hémicycle. J'ai vu la grande majorité de l'Assemblée nationale, depuis les communistes inclus, jusqu'aux sympathisants de l'OAS également inclus. Je les ai vus animés, moins par le désir d'exercer un droit de contrôle légitime de la politique du gouvernement, que par la passion de renverser tout ce qui s'oppose au règne exclusif des partis. Qui est-ce qui est visé? C'est pas Pompidou. Celui qui est visé, c'est le président de la République. Et c'est d'ailleurs ça qui amène la crise. C'est-à-dire que c'est le seul gouvernement renversé de la Ve République, mais c'est aussi, immédiatement derrière, une dissolution. C'est que les parlementaires croient encore qu'il est possible d'atteindre le président de la République à travers son Premier ministre. Le général réplique aussitôt. Alors que le gouvernement Pompidou a été mis en minorité, il le reconduit dans ses fonctions et prononce la dissolution de l'Assemblée nationale. De nouvelles élections législatives sont prévues pour les 18 et 25 novembre 1962, mais avant cela, de Gaulle va consulter les Français par référendum. La campagne du référendum de 62, elle se fait sur le suffrage universel. N'oubliez pas, la majorité c'est vous, un thème qui sera repris en 67. La majorité c'est vous, c'est-à-dire que chaque Français se sent concerné par les décisions du chef de l'État. L'état d'esprit des Français, c'est une immense reconnaissance au général de Gaulle d'avoir arrêté la guerre d'Algérie, et puis également une reconnaissance du fait que depuis son arrivée au pouvoir, la France a une vision internationale qu'elle n'avait pas auparavant, que le général de Gaulle est une voix qu'on écoute, que l'économie française se porte bien, que le contrôle de l'État sur l'économie permet une augmentation permanente des revenus. Donc il y a à la fois des opposants, incontestablement, au nom des principes politiques, et en même temps une satisfaction des Français sur les résultats
de l'action du président de la République. Et c'est sur cette balance-là que va se dérouler le référendum d'octobre 1962. Le oui l'emporte. Alors, avec un peu plus de 60% des suffrages, on n'a pas une majorité aussi éclatante qu'en 1958 pour les institutions de la Ve République, mais c'est quand même une majorité confortable, 60% des suffrages exprimés en faveur donc, de cette révision constitutionnelle. Et donc, ça donne un surcroît de légitimité, un surcroît de prestige au général de Gaulle. Les partis traditionnels sont battus et ils le seront de nouveau aux élections législatives des 18 et 25 novembre. L'UNR gaulliste et leurs alliés, les républicains indépendants, obtiennent la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. C'est une nouvelle victoire du général de Gaulle. C'est quand même la première fois qu'on a une vraie majorité à l'Assemblée nationale. Les élections du 18 et du 25 novembre donnent une majorité qui va être stable, cohérente et homogène. C'est un grand événement dans la vie politique française. C'est là qu'on rentre dans le nouveau monde. Avant, c'est des tâtonnements. Avant, c'est des histoires de conjoncture. Avant, on est encore pendant la guerre d'Algérie. Donc, beaucoup de choses s'expliquent par la peur des conséquences de la guerre d'Algérie. À partir de 62, on est vraiment sous la Ve République. C'est ce que Raymond Aron a appelé, je crois à juste titre, la deuxième naissance de la Ve République. Si vous voulez, la Constitution est née en 1958. La Ve République, en tant que régime politique, avec le poids de son président et son système majoritaire, même y compris ses périodes de cohabitation, est née à l'automne 1962. À la fin de l'année 62, De Gaulle a réalisé le grand chelem. Il a ses institutions de la Ve République, il a la présidence de la République qui désormais sera concrétisée, enracinée, couronnée par le suffrage universel, et puis il a une majorité parlementaire totalement à ses ordres. Il va pouvoir véritablement mettre en œuvre toutes ces réformes et, je dirais, exercer la Constitution de la Ve République dans toute sa plénitude. La Constitution de 1958 porte indéniablement l'empreinte du général de Gaulle. Si elle n'a pas encore battu le record en durée de la Troisième République, elle a permis à la France d'être gouvernée démocratiquement, bien au-delà de la disparition du général. Il reste une Constitution qui s'adapte aux contextes nationaux, internationaux, économiques, politiques, sociaux, qui résiste à tout, les alternances, les cohabitations. Il faut bien constater que la Constitution de la Ve République est une sorte de véhicule tout-terrain parce qu'elle s'adapte à toutes les situations politiques depuis 60 ans. La grande force de cette Constitution de la Ve République, c'est d'avoir été suffisamment ambiguë dans sa formulation pour lui permettre de s'adapter à plusieurs époques. La Ve République, c'est à la fois le temps pour gouverner, la légitimité qui permet la continuité de l'action, en même temps le contrôle populaire.